Donc ici, on est au Parc zoologique de Paris, qui est un des sites ouverts au public du Muséum national d'histoire naturelle. Et on abrite depuis plus de 11 ans 150 espèces animales qu'on essaye tous les ans de faire découvrir d'une manière différente, avec des thèmes différents. Et cette année, le thème qui a été choisi pour notre saison, ce sont les intelligences animales. Alors, on a choisi de ne pas donner une définition de l'intelligence animale parce qu'il n'y a pas une seule forme. Donc, cette intelligence, on a plutôt décidé de parler des intelligences et de parler de capacités cognitives. En fait, les capacités cognitives des espèces, elles sont liées à la nature des comportements qu'elles ont à réaliser et au type d'environnement dans lequel elles se trouvent. Donc quelques exemples, par exemple chez les grenouilles de la famille des dendrobates. Donc ce sont des toutes petites grenouilles tropicales qui ont en fait des soins parentaux assez élaborés, c'est-à-dire qu'ils doivent transporter leurs têtards sur leur dos pour les amener à la cime des arbres ou en tout cas dans des réserves d'eau qui sont en hauteur. Et en fait, les têtards en question sont cannibales, donc ils ne peuvent pas être déposés dans la même réserve d'eau. Tout ça pour dire qu'à l'échelle d'une petite grenouille qui fait à la taille adulte 2-3 cm, elle doit arriver à s'orienter dans la forêt, trouver les réserves d'eau, se souvenir où aller déposer son tétard, pour quand elle aura un autre tétard à déposer, ne pas le déposer au même endroit. Donc vous voyez que là, il y a une capacité d'orientation, d'analyse de l'environnement, de mémorisation et de cartographie mentale de la forêt pour pouvoir accomplir un comportement qui est quand même relativement complexe pour un si petit animal en fait. Pour les fourmis, c'est pareil. Alors ici, on a des fourmis champignonistes, c'est-à-dire ce sont des fourmis qui font une forme d'agriculture, c'est-à-dire qu'elles vont découper des feuilles dans un arbre, les ramener dans la fourmilière, les dégrader pour faire développer dessus un champignon qui va servir d'alimentation à la colonie. Et en fait, tout ce processus un peu complexe de sélection de la bonne plante, découpage, transport, dégradation des feuilles et culture du champignon et entretien du champignon, ça fait appel à des castes différentes, c'est-à-dire des fourmis qui ont des morphologies, des aptitudes particulières, qui vont se diviser le travail pour arriver à la fin à la réalisation d'une tâche très complexe. Donc là, c'est plus une intelligence collective pour arriver à ce que la colonie, dans son intégralité, se développe correctement. En fait, le besoin pour un animal de devoir adapter son comportement, s'adapter à certaines situations, c'est lié à une partie à quelque chose d'inné, c'est-à-dire qui est génétiquement déterminé par l'évolution de l'espèce en lien avec les contraintes de son environnement. Et il y a aussi une part d'acquis, c'est-à-dire une part d'apprentissage et d'adaptation qui là est propre à chaque espèce. Alors, ce qu'on observe chez les suricates, c'est qu'il y a un apprentissage on va dire actif. L'exemple qu'on donne, c'est notamment pour apprendre à attraper et à consommer des scorpions qui sont une des proies des suricates. Et ce qu'on observe, c'est que les adultes vont prendre le temps d'attraper les scorpions pour les jeunes, vont prendre le temps soit de préparer le scorpion afin que le jeune apprenne petit à petit à consommer cette nourriture. Donc ça va aller au début à présenter un scorpion mort aux jeunes, puis ensuite à leur donner le scorpion vivant mais sans le dard pour qu'il soit moins dangereux, et ensuite à la fin permettre aux jeunes de savoir comment appréhender un scorpion sans se faire pincer, sans se faire piquer. Il y a vraiment une implication active de la part des adultes et pas seulement une observation des jeunes d'un comportement que les adultes feraient. Les babouins de Guinée, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une structure sociale à plusieurs niveaux. Et en fait, on observe que les interactions sociales au sein de ces groupes et de ces niveaux sont en fait différentes. Et on retrouve également ça chez les babouins madrias, mais avec une très faible tolérance entre les mâles, et donc beaucoup de conflits, alors qu'en fait chez les babouins de Guinée, les mâles sont très tolérants entre eux. Spatialement, ils peuvent être très proches. On observe beaucoup
dépouillage entre les mâles. Et les salutations aussi chez les babouins de Guinée sont assez particulières parce qu'ils vont présenter leur partie génitale, donc quand même une partie qui est assez sensible, aux autres mâles. Ils vont même toucher les parties génitales et c'est leur façon de se dire bonjour comme on pourrait se serrer la main entre humains.